Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'uniforme porté par un Hauptmann intégré dans le 4e régiment de Fallschirmjäger en Russie en mars 1943. Avant toute chose, je souhaite citer et remercier tous mes sponsors et partenaires. On commence par DG Airsoft, chez qui vous pourrez retrouver de nombreuses répliques d'Airsoft Seconde Guerre. Vous pourrez retrouver le lien de leur boutique ainsi qu'un code promo en description. Je remercie également La Petite Musette qui peut vous proposer de nombreux uniformes et équipements Seconde Guerre. La boutique est située à 40 ans. Le lien est également disponible en description. Ensuite, merci à Nestov pour son soutien, chez qui vous pourrez retrouver là aussi des uniformes et équipements. Ils sont situés en Pologne et le lien de leur boutique est lui aussi en description ainsi que dans le premier commentaire. Et enfin, merci à Military Harbor, chez qui vous pourrez retrouver de nombreuses blouses de saut pour vous faire du parachutiste allemand. Attention, cette vidéo n'est qu'une base qui vous permettra de réaliser votre propre tenue. Ce n'est pas une bible qui vous évitera l'achat de livres, de magazines spécialisés ou même de faire vos propres recherches sur internet. Ce n'est également qu'une des nombreuses configurations possibles, les adaptations étant faites en fonction du théâtre d'opération de l'époque et de l'armement transporté. Je me suis basé sur de nombreuses sources, mais je n'ai pas de photos réelles de cette tenue. Vous pourrez retrouver toutes mes sources en description, ainsi que la kit list avec tous les éléments que je porte, avec le timing correspondant. Après les lourdes pertes subies par la 7e Flieger Division pendant la campagne sur le front de l'Est durant l'hiver 41-42, sa réorganisation débute au printemps 1942. Pour remplacer le 2e régiment de Fallschirmjäger resté sur le front de l'Est, le 4e régiment est formé en Normandie, composé de 2 bataillons ainsi que des 13e et 14e compagnies sous les ordres du colonel Erich Walter. Une fois l'entraînement terminé, le régiment est transféré en Allemagne où il retrouve son 2e bataillon, absent depuis le début du mois d'octobre 1942. Ce même mois, le 4e régiment de Fallschirmjäger et la 7e Flieger Division furent transférés en train via Minsk jusqu'à la région de Vitebsk, où elle se place en défense. Lors de l'offensive hivernale russe, qui débute en décembre 1942, la division parvient à repousser tous les assauts des soviétiques vers Vitebsk et Smolensk, malgré des conditions météorologiques particulièrement difficiles. Le 30 mars 1943, la 7e Flieger Division et ses unités sont retirées du front et transférées en Normandie. Le 1er mai 1943, elle est rebaptisée Première Division de parachutistes. Au début du mois de juin, la division s'installe dans le sud de la France, au nord d'Avignon, pour servir de réserve opérationnelle sur le front sud. Après le débarquement allié en Sicile dans la nuit du 10 juillet 1943, le régiment et la division sont transférés à Rome, d'où certains éléments du régiment sont redéployés vers des aérodromes situés près de Naples. Toutefois, en raison de l'évolution générale de la situation, aucune opération aéroportée n'a finalement été lancée. Le régiment est envoyé en Sicile pour défendre l'aéroport de Catane, où il subit 3 jours d'assaut, repoussant les Alliés dans le secteur. Le 15 juillet 1943, la 50e division britannique réussit à percer les lignes de la Panzerdivision Hermann Göring sur leur flanc droit, obligeant le 4e Fallschirmjäger Regiment à se replier. Entre le 20 juillet et la mi-août 1943, le régiment subit une série de retraites successives, perdant progressivement ses positions avant de se replier vers le sud de l'Italie, en Calabre, à la mi-août. De leur côté, le 2e bataillon et la 14e compagnie, qui n'étaient pas déployés avec le reste du régiment, sont placés sous le commandement du 1er régiment de parachutistes dans la région de Ginosa, Matera, Motola et Massafra à partir de la fin août 1943 pour défendre le golfe de Tarente face à un éventuel débarquement allié. Le 8 septembre 1943, l'Italie signe sa capitulation. Le même jour, les forces britanniques débarquent sur la côte sud-ouest de la Calabre, près de Pizzo, avec pour objectif d'encercler les unités allemandes du 14e corps de Panzer, en retraite vers le nord, au point le plus étroit de cette région. Cependant, cette manœuvre est déjouée par le 3e bataillon du 4e régiment, qui lance une contre-attaque immédiate contre les troupes débarquées, réussissant à les repousser jusqu'à la mer. Simultanément, les Alliés procèdent à un autre débarquement à Tarente. Le 9 septembre, les Alliés débarquent à Salerne. Pour renforcer la 16e Panzer Division stationnée sur place, les 1er et 3e bataillons du 4e régiment y sont envoyés. Lorsque, le 18 septembre, il devient évident que les Alliés ne peuvent plus être repoussés, les troupes allemandes à Salerne adoptent une posture défensive. Les unités de la 1re division de Fallschirmjäger sont alors retirées du front pour rejoindre la région des Pouilles. Pendant ce temps, le 2e bataillon, accompagné des unités régimentaires, était déployé avec le 1er régiment de parachutistes le long de la route entre Massafra et Gioia del Colle.
Dans la deuxième moitié de septembre 1843, le commandement de la première division de parachutistes entama le regroupement et la réorganisation de ses unités dispersées dans la région des Pouilles. Vers la fin de septembre 1843, après un important repli à travers la plaine, la division établit une ligne de défense. Le 2 octobre 1843, la première division canadienne attaque les positions du 4e régiment de parachutistes à l'est de Campo Basso, mais en vain. Le lendemain, un commando du 13e corps d'armée britannique prend Termoli par la mer, submergeant le groupe de combat de la première division déployée sur place. Le 4 octobre, une contre-attaque menée par la 16e Panzer Division pour reprendre Termoli échoue. Le front de l'aile gauche de la première division de parachutistes doit alors se replier plus au nord. À la mi-octobre 43, la première division de parachutistes est redéployée dans la région de Rocoraso pour établir la ligne Gustave, tandis que les 3e et 4e régiments de parachutistes restent sur leur position et passent sous le commandement de la 29e division de Panzergrenadiers. Au début novembre, la 8e division indienne lança une attaque qui dura plusieurs jours, forçant les 3e et 4e régiments à se replier, avant que ces derniers ne soient rattachés de nouveau aux unités de la première division. Le 4e régiment de parachutistes quitte ses positions sur l'Adriatique en février et rejoint la première division de parachutistes dans la région de Cassino. Le 15 mars 1943, la deuxième bataille de Cassino s'ouvre par un bombardement massif des positions de parachutistes, entraînant de lourdes pertes. Néanmoins, les forces allemandes parviennent à repousser les assauts alliés jusqu'au 22 mars. Après cette bataille, le FJR-4 est chargé de défendre la ville et le monastère du mont de Cassino. En avril, le 3e bataillon est envoyé en France pour contribuer à la formation de la 5e division de parachutistes, où il devient le 1er bataillon du régiment de parachutistes 14. Il est alors remplacé par un bataillon fraîchement formé. La 3e bataille de Cassino débute le 11 mai avec des combats intenses durant lesquels les positions changent de main à plusieurs reprises. Dans la nuit du 18 mai, le 4e régiment quitte les hauteurs et entame un retrait vers le nord-ouest avant de tenir leur position pendant quelques jours. Entre début 1844 et le printemps 1845, la division défend ses positions. Les hauteurs de Monte Grande et Monte Serrere changent de main à plusieurs reprises entre décembre 1844 et janvier 1845. En février 1845, dans le cadre d'une réorganisation de la 10e armée, la division passe sous le commandement du 1er Fallschirmkorps, qui prend en charge la défense entre Bologne et le nord-est d'Imola à la mi-février. L'offensive alliée sur le nord de l'Italie débute les 10 et 11 avril 1845. La division parvient à maintenir ses positions jusqu'à la mi-avril avant de se retirer vers le Pô, le long de la route de Ferrare. Sans motorisation, elle est rattrapée par les forces américaines avant d'atteindre le fleuve et, pour l'essentiel, faite prisonnière. Une partie de la division parvient néanmoins à traverser le Pô et à se retirer vers les Dolomites. Les derniers soldats sont capturés dans le Tyrol du Sud le 2 mai 1845. La tenue que vous allez découvrir est en fait valable pour de nombreux théâtres d'opération. La fonction et l'armement du soldat va naturellement faire varier l'équipement. Cette tenue est valable de 1843 à la fin de la guerre sur des environnements continentaux et tempérés. Les fronts du Sud permettent aux parachutistes de porter des vêtements plus légers, donc non valables ici. Les uniformes portés par les officiers étaient de dotation, mais certains éléments de l'uniforme et d'équipement peuvent être d'achat ou de dotation personnelle. On peut donc retrouver différentes teintes entre les équipements d'uniformes de même couleur, cela dépendait de la fabrication et des bains de teinture. La chemise ou tricot hemd était proposée à toute l'armée allemande depuis le milieu des années 30. Elle a progressivement été remplacée par la chemise M43 qui permettait d'avoir des poches et des pattes d'épaule. Elle est réalisée en jersey et se ferme au moyen de boutons sur le torse. Elle comporte un col, évitant ainsi le port du faux col sur certains modèles de vareuse. C'est une reproduction de grande qualité réalisée par un artisan russe. Attention à la longueur de la chemise qui a la coupe des chemises d'époque. Il faut se fier à la longueur des manches et du tour de cou pour choisir la bonne taille de vêtement. Par-dessus, une plaque d'identité, ou Erkennungsmarke, permettait de noter l'unité d'engagement du soldat ainsi que de son matricule. L'inscription des unités parachutistes ainsi que pour les pilotes était codée pour éviter de faciliter le travail en cas de capture. On retrouve donc un code à 5 ou 6 chiffres. Le groupe sanguin était également noté dans un coin de la plaque, sécable en deux si le soldat venait à mourir. Apparu en 1938 pour répondre aux besoins de la nouvelle armée parachutiste, le pantalon M38 ou Springerhose fut distribué à toute la troupe et aux officiers jusqu'à la fin de la guerre, avec très peu de modifications. Il comporte des boutons à la taille pour y fixer des bretelles. Il y a des poches qui peuvent se verrouiller grâce à des rabats qui se ferment avec un bouton pression. La petite poche pour la montre à gousset est bien présente à l'avant, comme le veut la tradition. Des ouvertures sont pratiquées sur les côtés des genoux pour y glisser les genouillères, bien que les paras choisissaient finalement de ne les porter que lors du saut, et par-dessus le pantalon. Un emplacement est mis sur le côté droit de la cuisse pour y glisser le couteau à gravité. Très compliqué à trouver en reproduction à ce jour. Il comporte 2 poches sur les fesses, peu pratique à l'usage cependant. Des lacets permettent de garder le bas des manches dans les chaussures. Des martingales sont placées sur les hanches pour un premier serrage, évitant ainsi souvent l'usage de la ceinture.
Apparu à partir de 1141, le deuxième type de botte de seau vient remplacer le premier type qui disposait d'une semelle en caoutchouc et d'un laçage latéral, principalement pour économiser le fameux caoutchouc. La nouvelle version était donc plus conventionnelle, avec un laçage frontal et une semelle en cuir lisse. La couleur des chaussures était noire en majorité, mais certaines fabrications ont sorti une version brune, permettant d'économiser la teinture noire. Ainsi, notre officier a pu percevoir cette paire, qui ressemble finalement aux bottes de soie américaines, qui sont venues copier ce modèle. Certains parachutistes pouvaient rajouter une semelle en caoutchouc ou porter des chaussons spéciaux lors du saut pour ne pas glisser. Les semelles sont cloutées, mais les têtes de clous étaient lisses, donc c'était difficile à gérer en environnement humide. Le pantalon était blousé par-dessus et les lacets pouvaient être en coton ou en cuir. Il s'agit ici d'une reproduction réalisée par un artisan italien. La première version de la Flieger Bluse fut conçue en 1938, mais elle n'était pas équipée de poches. Gros défaut corrigé sur la version de 1140. La Flieger Bluse officier se distingue du modèle de la troupe par l'ajout d'une tresse argentée qui fait le pourtour du col. La qualité du drap de laine peut également varier en fonction des fabricants. Ici, c'est une version classique qui a été upgradée en version officier. On remarque 2 crochets aux hanches qui permettent d'aider à maintenir le ceinturon, surtout s'il y a un peu de poids dessus, comme avec un holster et l'arme de poing. Les poches de hanches ferment au moyen d'un bouton grainelé peint aux couleurs de la veste Feldblau. Sur les épaules, on retrouve les pattes d'épaule qui permettent d'identifier le grade, Hauptmann ou capitaine, ainsi que la Waffenfarbe, le jaune, couleur des chasseurs, arme des parachutistes et des aviateurs. On retrouve ces mêmes éléments sur les pattes de col. On remarque au passage le liseré argent qui fait le tour du col. Sur la poitrine droite, on retrouve un aigle de poitrine doré en fil d'argent, spécifique pour les officiers. Il est sur fond Feldblau pour correspondre à la vareuse. Sur la poitrine gauche, une barrette de médailles. De gauche à droite, croix de fer seconde classe, obtenue pour bravoure, médaille du front de l'Est pour avoir passé l'hiver 41-42 sur le front russe, médaille des 4 années de service dans la Luftwaffe, médaille de l'Anschluss en 1938 et médaille des Sudètes de 1939. Cette barrette n'était pas apportée pour le combat, fixée à la vareuse avec des brides ajoutées sur la Flieger Bluse. Les médailles de la barrette venaient remplacer les éventuels rubans présents sur la boutonnière. Ici donc la croix de fer et la médaille du front de l'Est. Sous la barrette, on retrouve diverses décorations, à commencer par la croix de fer première classe, toujours portée au-dessus des autres car la plus prestigieuse. Elle était attribuée après un acte de grande bravoure. Dessous à droite, nous avons le brevet de parachutiste, ici en version brodée pour officier sur drap de laine. Et enfin, nous avons l'insigne de combat terrestre de la Luftwaffe suite à 3 actions de combat réalisées sur 3 jours différents. Sur le bras gauche, cousu à 14,5 cm du bas de la manche, une bande de bras Creta, qui était décernée pour tout homme ayant pris part à l'invasion de la Crète en mai 41. On remarque donc que notre parachutiste n'a pas servi en Afrique du Nord, ou trop peu pour avoir la bande de bras africain. Mise en dotation pour les officiers à partir de 1140, le bonnet de police ou Feldmütze était réalisé en drap de laine Feldblau, comme la Flieger Bluse. Il était doté d'insignes tissés ou brodés, en fonction des fabrications des insignes. Ici, les insignes sont tissés du même genre que pour la troupe. Un liseré argent parcourt le tour du calot, sur les flancs, les permettant de les différencier de la troupe. Le bonnet de police fut porté par les parachutistes jusqu'à la fin de la guerre, sans doute pour montrer leur ancienneté par rapport aux nouvelles recrues qui ne l'ont pas eu. Le bonnet de police ne permettant pas de se protéger du soleil, la casquette M43 ou Einheitsfellmütze fut mise à disposition pour tous les personnels de l'armée allemande, à partir de 1943. Elle reprenait le principe du calot M42 de la troupe, avec le rabat boutonné à l'avant, mais une visière fut rajoutée. La version officier pouvait différer sur la qualité du drap de laine, et une tresse argentée était rajoutée sur le sommet du couvre-chef. Les insignes sont spécifiques pour les officiers, avec de la broderie fine en fil d'argent pour l'aigle et la cocarde placée juste en dessous, qu'on devine ici sous le rabat. Mise en service en 1934, la casquette à visière ou Schirmmütze fut proposée pour tous les officiers jusqu'en 1939, puis n'était destinée qu'à la tenue de sortie. Elle était strictement interdite pour le combat car permettait d'identifier à distance le chef, faisant du porteur une cible principale. Elle comporte une jugulaire tressée en fil d'argent sur l'avant, au-dessus de la visière. On retrouve également un liseré argenté qui fait le tour au-dessus de la coiffure, avec 2 autres liserés encadrant une bande de tissu plus foncée, sur laquelle on a la cocarde tricolore, ainsi que les ailes de la Luftwaffe. Ces insignes, ainsi que l'aigle de casquette sur le dessus, sont tressés en fil d'argent également. La blouse de saut, surnommée Knorrensack, fut conçue en 1938 à la création de l'arme parachutiste. Cette blouse était destinée à être portée par-dessus l'équipement pour le protéger lors du saut. Mais les parachutistes ont vite abandonné cette pratique, nécessitant d'enlever la blouse pour aller combattre, quand ces derniers préféraient finalement garder leur blouse, qui avait de nombreuses poches. C'est pour cela qu'elle fut ensuite portée sous l'équipement. Sur l'avant, 4 grandes poches permettent de contenir du matériel supplémentaire. La blouse se ferme sur l'avant avec un zip ainsi que des pressions. Sur les flancs, un zip permet d'accéder aux poches de la Flieger Bluse. Le modèle M40 avait encore un short intégré,
comme ici, contrairement au modèle M42. Elle est camouflée en grand éclat ou splitter muster. Certains cadres, que ce soit officiers ou sous-officiers, choisissaient d'afficher leur grade par-dessus leur blouse de saut. Ainsi, notre capitaine porte des grades prévus pour blouse Luftwaffe avec 3 mouettes pour Hauptmann et la barre du bas pour officier. Ils sont sur fond vert, le plus courant pour ce type de blouse. Sur la poitrine droite, on retrouve l'aigle tissé sur fond vert également. Il est cousu en point zigzag sur la blouse et c'est ici un aigle classique, non spécifique pour les officiers. Sur l'épaule gauche, on retrouve l'autre grade, ceci étant porté par paire. Et juste au-dessus, un porte-fusée, destiné à recevoir des munitions pour le Kampfpistol. C'est ici une réalisation de chez Ritterwerkstatt, faite à partir d'une toile Splinter originale, et les cartouches sont en 27 mm, prévues pour la réplique d'Airsoft du Kampfpistol de chez CAW. La blouse est une reproduction grand luxe de chez Luftwaffe Supplies, mais vous en trouverez des moins chers chez Military Harbor. La casquette M43 fut la base de nombreuses réalisations tailleurs dans différents camouflages. Ainsi, cette version à un bouton, basée sur le patron des casquettes M40 conçues pour les chasseurs alpins SS, fut réalisée sur une toile camouflée Splinter, montée avec des insignes d'officier de la Luftwaffe pour redonner un fil d'argent de nouveau. Nous avons donc un aigle de casquette sur fond Fellblau, ainsi qu'une cocarde, cachée sous la patte avant. C'est ici une reproduction fabriquée à partir d'une toile originale, faite par Ritterwerkstatt. Vous pourrez retrouver ces références en description. Réalisé à partir du casque M35 de l'infanterie, le casque M38 fut distribué à tous les parachutistes jusqu'à la fin de la guerre. Sa forme caractéristique lui permettait un meilleur maintien pour le saut en parachute que le Stahlhelm classique. De plus, la suppression de la nuquière facilitait le passage des suspentes du parachute près de la tête. Sur le côté gauche, un aigle deuxième modèle en décalcomanie, qui sera enlevé définitivement en août 1943. Le casque est réalisé en acier avec un serre-tête fixé au moyen de rivets, et des bouts de mousse sont placés sous le serre-tête pour un meilleur confort. La jugulaire est en 3 points et se ferme grâce à un bouton pression à clipser sur une patte mobile pour le combat ou sur une patte fixe sur le haut de la sangle, plus serrée pour le saut en parachute. L'intérieur du serre-tête a volontairement été ouvert pour que le casque soit bien enfoncé sur la tête. C'est ici une reproduction chinoise qui a une forme à peu près correcte. Évitez les reproductions Sturm Miltech qui ont une coque trop haute par rapport aux originaux. L'équipement d'un officier dépendait naturellement de son rôle. Était-il au contact de l'ennemi ou plutôt en arrière, avec des officiers supérieurs? Selon la réponse, l'emport pouvait être différent. Ici nous sommes sur l'équipement d'un officier d'état-major de régiment, donc pouvant être au contact avec l'ennemi, mais disposant tout de même d'équipements spécifiques. Notre homme porte un ceinturon en cuir noir, spécifique pour les officiers, reconnaissable à sa boucle à double ardillon. Le ceinturon officier est légèrement plus large que le ceinturon de la troupe, mais se règle plus facilement. Plus le cuir est épais, mieux il se tiendra sur l'officier. Sur le côté droit, il porte un unique porte-chargeur, pouvant contenir 3 chargeurs de MP40. Il est réalisé en toile bleue typique de la Luftwaffe, et un crochet est disponible sur le dessus pour y fixer le brelage léger. Chaque chargeur de MP40 peut contenir 32 cartouches de 9 mm Parabellum. Le brelage léger était réservé au personnel de la Luftwaffe, reconnaissable à l'absence de sanglons pour le transport du tornister ou du Sturmgepäck. La patte arrière des bretelles est également protégée par une partie supplémentaire en cuir. Juste à côté, un porte-carte M35 en cuir brun, qui a gardé sa couleur du début de guerre, permet de contenir de multiples cartes, documents, courriers ainsi qu'une règle, une boussole et divers accessoires pour écrire sur les cartes. Sur l'arrière droit du ceinturon, le sac à pain M31, destiné à contenir des provisions pour quelques jours. Il dispose de crochets sur le devant ainsi qu'un passant, destiné à y accrocher la gourde, ainsi que la gamelle, absente ici. Sur le côté droit du sac à pain, un bidon M31 est glissé dans une housse en feutre. Un quart en bakélite est placé sur le dessus, et l'ensemble est verrouillé par une sangle, sur laquelle une sangle supplémentaire permet d'être glissée dans le passant du sac à pain. Sur le côté gauche, un holster pour pistolet Walther P38 est glissé sur le ceinturon. Il permet de contenir l'arme de poing ainsi qu'un chargeur supplémentaire. Pistolet réglementaire distribué à grande échelle à partir de 1940 et 1941 chez les parachutistes, le Walther P38 était censé remplacer le Luger, mais il viendra le compléter, ce dernier étant toujours apprécié de la troupe. Il est chambré lui aussi en 9 mm Parabellum. C'est ici une réplique d'Airsoft de la marque W retravaillée. Vous pourrez retrouver le lien de la review en description. Juste à côté, un holster pour le pistolet lance-fusée Kampfpistol, réalisé en cuir. A noter qu'il manque la baguette de nettoyage, compliquée à trouver car la reproduction n'existe pas à l'heure actuelle. Le Kampfpistol ou pistolet de combat est un lance-fusée introduit en 1939. Il était produit par Walther et était une variante du Leuchtpistol 34 et qui avait donc un marteau différent ainsi qu'un canon rayé. On peut le distinguer de son prédécesseur par l'ajout de la lettre Z sur le côté gauche du corps. Il était réalisé en duralumine avec un canon en acier et des plaquettes en bakélite. Le principal usage du Kampfpistol était de pouvoir tirer des munitions pour la signalisation, l'éclairage, le marquage de cible ou la dissimulation avec des munitions fumigènes. Des munitions explosives ont ensuite été développées, permettant ainsi de s'en servir comme d'un lance-grenade à courte portée. Il s'agit ici d'une réplique Airsoft réalisée en ABS de la marque CAW.
Dans le dos, porté en bandoulière, un étui souple spécialement réalisé pour les parachutistes permet de contenir un masque anti-gaz modèle 1938. La housse s'ouvre soit par le flanc avec un zip, soit sur le dessus avec un rabat fermé par 2 boutons pression. L'étui souple était préférable lors des sauts en parachute, l'étui en fer traditionnel devenant potentiellement dangereux s'il y avait mauvais atterrissage. Le masque anti-gaz M38 contenu à l'intérieur était à utiliser en cas de détection de gaz de combat, mais était également employé sans les cartouches, modèle FE41 ici, en cas de grand froid ou dans le désert, dans les tempêtes de sable. Tout bon officier qui se respecte se doit d'avoir une paire de jumelles pour voir où sont ses troupes, et ainsi adapter les ordres et reporter les mouvements sur les cartes. Ainsi, il porte autour du cou une paire de Dean's Glass 8x30, qui dispose de graduations pour estimer les distances, visibles sur la lentille droite. Un cache est placé à l'arrière de la sangle en cuir, permettant de protéger les lentilles lorsque les jumelles ne sont pas utilisées, ou rangées dans un étui en bakélite, absent ici. Ce sont des reproductions de chez Nordland 1944, qui comportent quelques éléments modernes, mais qui restent de très bonnes jumelles avec un réel grossissement de 8 sur un diamètre optique de 30 mm. Il est en effet très difficile de trouver des belles reproductions et les modèles originaux deviennent de plus en plus compliqués et chers à trouver. Sur ces reproductions, on peut régler la mise au point de chaque lentille grâce au réglage individuel des optiques et on peut régler l'espacement entre les yeux grâce à une charnière centrale. Le MP41R est une variante du PPSH-41, mais celui-ci est passé par les arsenaux allemands pour être recanonné en 9 mm, permettant ainsi d'utiliser les chargeurs et munitions du MP40. Ces bricolages étaient possibles après la capture des PPSH soviétiques, qui étaient réputés pour ne jamais s'enrayer et qui étaient appréciés des Allemands. Il fallait donc utiliser un adaptateur pour que les chargeurs de MP40 puissent s'aligner correctement avec la culasse. A noter que la munition étant légèrement différente, la cadence de tir de la PPSH-41 était donc un peu diminuée. Mais cela restait une grosse cadence, et le chargeur de 32 cartouches en double colonne partait très rapidement en mode automatique. La bretelle de PPSH-41 a été conservée, ici montrée en reproduction neuve. Un sélecteur de tir est situé juste devant la détente, le mode semi étant conseillé. L'adaptateur pour PPSH permettait de déporter le bouton d'éjection sur le côté gauche de l'arme, et plus sur le dessous. C'est ici une réplique d'Airsoft retravaillée de chez Snowwolf, avec un kit de chez Trench Airsoft, dont vous pourrez retrouver le lien de leur review en description. Voici donc la vue d'ensemble de l'uniforme et équipement de notre capitaine. On peut rajouter divers équipements supplémentaires comme un sac à dos pour transporter l'échange et la gamelle, ainsi qu'un manteau pour se protéger du froid, mais tout est stocké dans les camions ou les baraquements. En effet, seul l'équipement strictement indispensable était emporté pour le combat. Le brevet parachutiste est en version brodée sur la Fliegerblouse, car de nombreux Fallschirmjäger portaient l'insigne brodé pour éviter le port d'une décoration métallique supplémentaire, malgré que celle-ci put être interdite à partir de 1942, pour pouvoir enlever rapidement toutes les décorations avant une éventuelle capture par l'ennemi, et ainsi rendre difficile l'identification des troupes d'élite. Petite suggestion, lorsque vous portez le MP41R à la bretelle, enlevez le chargeur ou tournez l'arme pour que le bouton d'éjection soit vers l'extérieur, celui-ci étant proéminent. Vous risquez à coup sûr de perdre votre chargeur. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je vous invite, pour m'aider à être mieux référencé, à laisser un petit commentaire. Et si vous voulez en savoir plus sur les répliques de P38WE ou du MP41R de chez Snowwolf avec le kit Trench Airsoft, les liens sont en description. Je remercie DG Airsoft et la petite musette pour leur sponsor. Vous pourrez retrouver les liens en description. DG Airsoft vous proposera quelques répliques d'Airsoft Seconde Guerre et la petite musette sera votre nouveau fournisseur préféré de matériel Seconde Guerre en Normandie. Et pour du matériel un petit peu plus spécifique, je vous invite à vous tourner vers Nestov, mon fournisseur préféré polonais. Et enfin merci également à Military Harbor, partenaire de cette vidéo, ainsi qu'à Ritter Werkstatt pour le porte-fusée et la casquette Splinter. Vous retrouverez là aussi leurs références en description. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut! Il y a un point sur YouTube où l'histoire revit, où les récits de guerre ne sont jamais enfouis. Néo 035, c'est son nom, son étendard. Spécialiste de l'airsoft, il brille comme un phare. Passionné par la Seconde Guerre mondiale, il recrée chaque bataille avec une rigueur fatale. Je suis mort. Même l'allemand, il trouve ça juste paix.